Cerno, une anti-enquête. Épisode 123. Je suis boulevard Beaumarchais, dans le 3e arrondissement, et j'ai un rendez-vous chez une personne qui s'appelle Yann Alexander, parce que cet homme aurait composé une chanson sur Thierry Paulin. Il m'a donné rendez-vous chez lui, dans le 3e arrondissement, rue des Tournelles. J'y suis, c'est une porte bleue. Alors je sais que Guy Georges a fait une victime juste à côté. Bon, j'espère que c'est pas un piège. J'ai le code. Ah, bonjour. C'est vous ? Bienvenue. Merci. Moi, c'est Julien. Ben oui, on m'a parlé de vous. C'est peut-être bien la mort. Ben voyons. L'autopsie révélera qu'elle a toutes les côtes du côté droit brisées. Si vous ressentez le besoin de comprendre, c'était Mélanie Laurent qui habitait cet appartement. Elle avait un vieux manteau en poil de chameau. Allô, Teresa ? Mais qui êtes-vous, Julien ? Julien Cernobori. C'est comme si on parlait à nouveau de Marie Bénard, l'empoisonnée. Moi, c'est Annick. Hein, mon Renoir, tu m'aimes. Cerno. Il faut continuer votre chemin. 3, 2, 1. Voilà. C'est ici que vous habitez ? Oui, j'habite ici. On est dans le centre de Paris. Et puis sinon, j'habite également à... Enfin, j'ai une maison dans le Maine-et-Loire. Voilà. 2 endroits pour vivre. 2 endroits pour vivre, oui. Disons que Paris, c'est un peu cher. Donc c'est toujours bien dans la tête de se dire qu'on a peut-être une sécurité ailleurs si jamais c'était trop compliqué pour continuer à vivre sur Paris, quoi. Voilà, je trouve que la vie a vraiment, après le Covid, l'inflation, tout ça, ouais, c'est compliqué. Vous, Yann, donc vous êtes chanteur. Depuis 2003. D'accord. Vous avez un léger accent britannique ? C'est très très drôle, c'est pas du tout la première fois qu'on me le dit. Alors, non, je suis pas anglais. Enfin, il y a longtemps, on a effectivement un ancêtre anglais au début du XXe siècle, mais ça ne compte pas pour moi. Mais par contre, j'ai vécu ma petite enfance au Canada anglophone et je finis par me demander que c'est peut-être ça, parce que c'est pas la première fois qu'on me le dit, que j'ai un léger accent, qui n'est pas un accent, je suis franco-gabonais, mais c'est pas un accent gabonais ou africain particulièrement prononcé. Donc effectivement, c'est pas la première fois qu'on me le dit. Mais je ne suis pas britannique, je déteste l'Angleterre. Ah bon ? J'aime pas Londres du tout. Donc voilà, non, bon, j'ai déjà été dans des pays anglo-saxons évidemment, j'ai vécu au Canada anglophone, à Ottawa, et une partie de ma culture est anglo-saxonne également. Voilà, ça c'est sûr. En plus le Gabon... où j'ai grandi était très américanisé. Par exemple, il y avait des vidéoclubs partout et qui importaient des VHS directement d'Amérique du Nord. Donc on était au courant bien avant même les Français de certaines sorties de films dans les années 90. Il y avait plein de petits trucs comme ça qui nous liaient aux États-Unis et au Canada de façon très, très nette. Ouais. Quand est-ce que vous êtes venu en France ? Je suis venu en France parce que ma famille maternelle est française, que ma grand-mère habitait à Angers. Ça faisait sens de venir en France, quoi. C'était un retour aux sources ? Oui, on peut le dire effectivement, parce que bon, effectivement, mon père est gabonais, mais c'est vrai que pendant très longtemps, je n'avais qu'une envie, c'était de fuir le Gabon, effectivement, pour tout un tas de raisons. Je ne me reconnaissais pas dans cette société, dans ce monde, cet univers-là. Et c'est vrai que chaque fois que nous venions l'été en France, je me sentais bien, je me sentais mieux, je me sentais davantage à ma place. Et c'est vrai que quand je suis venu en France pour les études et sur le long terme, là effectivement je me suis vraiment senti à ma place. Et d'ailleurs ça a été à tel point que mes camarades de l'époque, quand je leur disais que j'avais vécu au Gabon, que j'étais né, ne me croyaient pas. Tout ce que je renvoyais de mon aide, c'était quelqu'un qui avait toujours été en France, alors que ce n'était pas du tout le cas. Est-ce que vous êtes né au Gabon ? Je suis né au Gabon. Je suis né au Gabon et après l'enfance au Canada. Qu'est-ce que vous rejetiez dans le Gabon ? Je ne sais pas si c'est vraiment moi qui rejetais ou si c'est les aspirations auxquelles je rêvais qui étaient rejetées par la société. C'était une société, alors je parle à l'imparfait parce que je n'ai pas remis les pieds là-bas depuis 2002.
Je suis lié de très près à la communauté gabonaise, à la diaspora gabonaise, donc ça c'est pas la question, mais ça reste là-bas quand même une société profondément conservatrice, profondément réac sur beaucoup de choses, qui accepte facilement l'idée qu'il y a des pauvres et qu'il y a des riches, que c'est comme ça, qui a du mal avec l'idée que quelqu'un puisse s'affranchir du qu'en dira-t-on. Le qu'en dira-t-on, c'est très très important là-bas. Qu'est-ce que vont penser les autres ? Genre les femmes doivent porter le rose, les hommes le bleu, des conneries comme ça. On en est encore là, dans ce genre de société. Je dirais, l'homophobie, oui, non, ça a été dépénalisé en 2020, et puis je pense pas que c'est le problème majeur de ce côté-là. Le Gabon est beaucoup plus en avance, ou beaucoup plus pragmatique, ou peut-être que les gens ont tellement de soucis qu'ils ont autre chose à faire que de penser à ce genre de choses, parce que ça reste un pays quand même où, je dirais, 60% de la population vit très mal, faut pas l'oublier. Mais j'ai un lien, donc ce que je rejetais là-bas, c'était le rejet. Voilà, en fait, je rejetais le rejet. Est-ce que vous avez été rejeté ? Est-ce que j'ai été rejeté ? Bof. Si je m'étais senti à ma place et qu'on me rejetait, peut-être que je l'aurais vécu comme ça, mais comme je me sentais pas à ma place et que pour beaucoup de gens, j'étais le mec bizarre, à lunettes, métis, bon. Franchement, j'ai tout fait. À l'adolescence, j'ai tout fait là-bas. Je rêvais d'Australie, je rêvais de Nouvelle-Zélande, je rêvais de Japon, je pouvais... C'est pas par hasard que j'ai fait des études de géographie après. Parce que dans ma tête, il y avait toujours la projection d'un ailleurs, de quelqu'un de plus loin, d'un lointain. Parce que je suffoquais. Libreville était une petite ville où tout le monde se connaissait peu ou prou. On était coincés. On se rend pas compte ici. Ici, vous avez envie d'aller à Bruxelles, vous allez à Gare du Nord et en 3 heures, en 1h30, vous êtes à Bruxelles. En 3 heures, vous êtes à Cologne. Et c'est pas pensable là-bas. C'est pas, vous allez pas faire, je sais pas moi, Libreville, Kinshasa en train et hop, non, c'est pas possible. Rien n'a été pensé pour que des gens puissent bouger d'un endroit à l'autre, et le seul moyen de vraiment bouger, c'est l'avion. Voilà. Un pays où tout n'est possible qu'en avion, ça dit quelque chose, je trouve. Voilà ce que je peux dire. Vous pouvez vous asseoir. Ouais. Est-ce que vous voulez boire quelque chose ? De l'eau, du café, du thé ? Si vous avez du café, je suis preneur. Oui, j'ai du café. C'est du mauvais café, mais j'ai du café. Je bois tous les cafés. Donc c'est du Nescafé. C'est du... oh mon Dieu, c'est du Maxwell, qualité filtre décaféiné. Moi, je bois pas de café. Hein. J'aime pas ça. D'accord. Voilà. Donc j'achète pour les autres, en fait. Vous avez un drôle d'appartement ? Oui, c'est un studio duplex. C'est un studio duplex que je suis arrivé là avant le premier confinement. Oui. Tenez. Merci. Alors les gens n'ont pas l'image, mais vous êtes d'une grande élégance. Alors ça s'entend quand vous parlez. Mon Dieu, j'espère que j'ai pas l'air d'un intellectuel, hein, je supporte pas ça. Élégant, je dirais. D'accord, élégant. Intellectuel, je sais pas encore. Oh non, pitié. Vous êêtes habillé en noir. Oui. Vous êtes quel genre de chanteur ? Oh, quel genre de chanteur je suis. Chanson à texte, ou un peu variété. J'ai fait des incursions, certains de mes titres ont été remixés, effectivement. J'ai fait des duos avec une rappeuse. Il y a eu de temps en temps des incursions avec d'autres styles, mais je pense que dans l'ensemble, quand même, on peut dire chanson. C'est chanson poétique, chanson à texte. Je sais pas si c'est chanson rive gauche, mais en tout cas, oui, c'est mon état d'esprit. J'écoute beaucoup de choses qui se font actuellement parce que je veux être au courant de ce qui se passe actuellement. Je vis pas dans le passé ou dans le c'était mieux avant, toutes ces conneries-là, ça m'intéresse pas. Mais par contre, au niveau de mon style, effectivement, je me reconnais davantage dans ce que faisait Anne Sylvestre ou Jacques Brel, ça c'est sûr. J'ai pas un public forcément mélomane ou connaisseur de la chanson, hein. Ça c'est, enfin, le public amateur de chansons à texte poétique s'est considérablement réduit. Ils sont dans des maisons de retraite ou ils sont morts, hein. Enfin, faut dire les choses. Ça vous rend triste ? Non, c'est la vie. D'autres publics émergent, Moi, je suis très fasciné de voir comment le public qui me suit s'est agrandi et s'est diversifié au fil des années. C'est très impressionnant.
Moi, je suis très content. Il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche, il y a des hétéros, des homos, des trans, il y a de tout dans le public qui vient. Donc c'est très très bien, j'y tiens. Il y a des maghrébins, il y a des catholiques, il y a des athées, il y a des agnostiques. C'est très très bien. C'est ça que je vise, moi, vraiment. C'est de parler à l'humanité des gens. C'est vrai que j'étais l'un des premiers à effectivement afficher ma bisexualité en 2003-2004 pour avoir la paix. C'est vrai que c'était pas courant pour un artiste d'origine africaine de le faire. Pour des chanteurs, c'était complètement déconseillé à l'époque. Alors, est-ce que je l'ai payé? Peut-être, hein, j'en sais rien, mais ce que j'ai perdu d'un côté, j'ai dû le gagner forcément de l'autre, sinon on serait pas en train de parler. Hein, voilà, donc... Pourquoi vous dites que vous l'auriez payé? Le poids des préjugés est très très fort dans nos sociétés, et je crois que la pire imposture serait de faire croire que le milieu artistique est exempt de préjugés. Ça, c'est pas vrai du tout. Le milieu artistique est misogyne, le milieu artistique est raciste, le milieu artistique est homophobe. Puis c'est tout, faut appeler un chat un chat. Quand j'entends des fois la couleur de peau n'existe pas, seul le talent existe, c'est des conneries. Moi, j'ai pas oublié quand Nina Simone chialait, c'était une interview où elle chialait. Elle disait oui, je suis une grande chanteuse de jazz, mais ce que je voulais faire c'était du classique, et on la voit en larmes quand elle dit ça. J'ai jamais oublié ça. Et j'ai jamais pu écouter Nina Simone parce que j'ai toujours senti pour moi la personne qui n'a pas été ce qu'elle a voulu être. Et quand j'ai vu cette intervention à la télé où elle chialait et qu'elle voulait être une grande musicienne de classique, c'était bien la preuve qu'en fait le talent ça suffit pas. Qu'il faut en face qu'il y ait une société qui soit réceptive. Et régulièrement, quand j'ai chanté, j'avais souvent des Antillais, des Africains, des Maghrébins, des Vietnamiens qui venaient me voir, des jeunes, des moins jeunes, et qui me demandaient comment je faisais. Et ils me racontaient des histoires qui étaient... par exemple, un grand noir d'origine martiniquaise, passionné par Barbara, et qui voulait perfectionner sa voix, mais en chantant du Barbara et du Trenet, et le gars, pourquoi tu veux chanter du Barbara et du Trenet avec ton grand look de noir, quoi. Et ce qui est terrible, en fait, c'est que ces personnes dont je parle, elles ont intégré ça et elles ont arrêté. Elles ont arrêté, tout simplement. Donc c'est bien la preuve que le talent ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des gens qui soient réceptifs, et si ces gens ne sont pas réceptifs parce qu'ils préfèrent faire parler leurs préjugés, alors il faut s'imposer. Et c'est il y a une très belle expression, c'est vous avez des portes qui se ferment, mais à un moment donné vous avez un portail qui s'ouvre. Voilà. Et je pense effectivement qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui m'aiment toujours pas, mais que beaucoup de gens qui me connaissent ont pris acte. Voilà. C'est Yann Alexander, franco-gabonais, qui fait de la chanson poétique, il est accompagné par son pianiste, et basta. Voilà, point, barre. Vous n'avez pas abandonné? Non, mais je me... C'est une question très intéressante. Je crois que c'est un ami blanc très proche qui me disait, au fond, toi, il était très intrigué par mon comportement. Moi, je m'en rends pas compte. Je suis métisse, mais pleinement métisse. Je l'ai complètement intégré. Je veux dire, la question se pose pas pour moi. Et j'ai été éduqué comme ça. Mais il me disait, tu te rends pas compte, tu es désinvolte comme un blanc et tu peux te permettre des choses que les autres n'osent pas. Et peut-être que ça a joué. Peut-être qu'effectivement, je me suis autorisé des libertés que très souvent, pendant longtemps, seuls des blancs, j'aime pas parler comme ça, s'autorisaient. Je me suis pris ces libertés-là. Alors moi j'ai toujours été une tête forte, j'ai jamais supporté de crier avec les loups, je supporte pas ça, j'ai jamais supporté l'idée de suivre un courant, de suivre un groupe, j'ai jamais aimé ça. Je suis quelqu'un d'assez solitaire, donc j'ai jamais supporté ça. Donc peut-être que c'est ce qui a fait que je me suis permis d'aller, de prendre des libertés. Mais encore une fois, je vous dis, pendant très longtemps, maintenant les choses ont changé, mais il y a 20 ans, il y a 30 ans, vous preniez pas une liberté comme ça quand vous étiez d'origine africaine. Vous disiez, sur un coup de tête, vous vous lanciez pas dans une carrière musicale. Sur un coup de tête, non. C'était compliqué. Vous êtes bisexuel, vous êtes métisse, et vous faites de la chanson à texte.
Donc peut-être que les gens, Jambiste, hein. peut-être que les gens n'arrivent pas à vous mettre dans une case. Mais très bien. Je pense qu'il y a des gens qui ne supportent pas et qui ne viennent pas. Et j'étais un peu brutal parce que bon, je m'autorise, il paraît que je suis élégant, mais je m'autorise certaines vulgarités. Si vous n'aimez pas ce que je représente, vous vous cassez. Ah non, mais c'est clair. Comme ça, personne ne perd son temps. Bon, il y a des gens pour qui c'est naturel, ils se posent pas de questions, ils me voient, je chante des chansons, j'écris, je parle d'amour, de famille, de voyage et tout. Et pour eux, ça leur paraît naturel. Qu'ils m'aiment ou qu'ils m'aiment pas d'ailleurs, mais ça leur paraît naturel. Et puis il y a des gens qui sont perturbés parce que, je vous dis, ils voient cette personne d'origine gabonaise et qui écrit ses propres textes, qui est de la chanson poétique. Ils sont pas habitués. Parce qu'ils s'attendaient peut-être, on leur dit gabonais, et peut-être ils s'attendent à ce que je joue forcément de la kora, un instrument traditionnel, que je vienne en... Je ne sais pas, je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Mais je sais qu'il ne se passe pas toujours des belles choses. Voilà, c'est tout ce que je sais. Quand vous avez des projets et que c'est des projets divers, genre, je sais pas, je veux ouvrir mon entreprise, je veux être papa, je veux passer un an au Tibet, vous allez voir que des gens en face vont vous dire que c'est pas possible. Et vous allez voir que des fois, même alors, ce qui est le plus malsain, et ça c'est la nature humaine, c'est comme ça que c'est des fois même les gens qui sont les plus proches ou qui vous aiment, soi-disant, qui vont vous dire que c'est pas possible. Ah bon? Mais aussi des gens, ça peut être des collègues ou tout, qui vont vous dire c'est pas possible. Et donc... Pourquoi ils vont... Ben parce que eux, ils ne se projettent pas là-dedans. Donc si quelqu'un d'autre a ce projet-là, ils ont du mal à appréhender que cette personne-là puisse vraiment aller jusqu'au bout. Et donc la question c'est, est-ce que on écoute ces gens-là et on cède et on devient raisonnable, puisque c'est ça, sois raisonnable. Mais non, tu vas pas passer un an en Tibet, qu'est-ce que tu veux foutre là-bas? Sois raisonnable. Mais comment tu veux te marier à 50 ans, mais t'es con, sois raisonnable. Quoi, tu veux rénover un château en ruine en Auvergne? Sois raisonnable. On y met la raison, ce qui est traite, parce que ça n'a rien à voir avec la raison. Quand des gens vous disent sois raisonnable, ils parlent d'eux-mêmes, ils parlent pas de vous, ils parlent d'eux-mêmes, ils parlent de leur attache, c'est tout ce qui transparaît chez eux, c'est sois raisonnable. Ou alors vous les dérangez. Mais c'est pas incompatible. Oui. C'est pas incompatible, on les dérange parce que quelque part ça remet en cause. Je vais vous dire un truc même. Je parle de maison, d'un an au Tibet, de trucs comme ça. Je vais être plus radical que ça. Une amie qui essaye de perdre du poids. Ça faisait des années qu'elle était en surpoids. Mais vraiment en surpoids. Hein. Et tout se passe comme si elle avait été, son entourage avait pris acte que c'était la grosse de service. De service, quoi. Elle commence à perdre du poids. Elle perd au début juste 2 kilos. Hein. Ah, mais si tu continues comme ça, tu vas devenir maigre. Non, faut pas exagérer. Elle perdait 2 kilos, mais sur 120 kilos, quoi. Hein. Et elle a constaté que son entourage a commencé à la voir différemment parce qu'elle continuait de perdre du poids, de perdre du poids, de perdre du poids, de perdre du poids. Et c'était pas le fait qu'elle perdait du poids en soi qui était dérangeant, c'était le fait qu'elle avait suivi sa propre ligne, sa propre direction, de ne pas céder aux autres et de vouloir être ce qu'elle était elle, qui dérangeait les autres. Parce que les autres avaient peut-être voulu faire la même chose, mais n'avaient jamais réussi. Et c'était ça qui était intéressant, c'est qu'elle avait dit « Je veux perdre du poids, je perdrai du poids ». Donc, quand vous faites quelque chose et que vous vous en tenez à ce que vous souhaitez être, quand vous voulez être en accord avec vous-même, ça dérange. Alors évidemment, les gens ne pouvaient pas lui dire « Sois raisonnable, tu ne vas pas perdre de poids ». Là, c'est pas possible, ils ne peuvent pas dire ça. Mais ils vont dire autrement, ah non, mais si tu perds, tu vas maigrir, tu vas plus rien manger. Parce qu'en fait, la grosse de service, elle n'avait plus envie d'être la grosse de service. Or, les gens, ils ont besoin de leur référentiel. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire quand la grosse de service ne sera plus là? C'est terrible. Oui, mais c'est la nature humaine. C'est pour ça que vous êtes solitaire? Non, ça c'est ma nature de base, ça. C'est pas... Non, ça c'est ma nature de base. Vous êtes mieux seul? Je suis mieux seul, oui. Oui, je suis mieux seul.
Je crois que très tôt, je me suis senti en décalage avec le monde. À ce point. Oui. Mais il y en a plein comme ça. Je suis pas une exception du tout, c'est presque banal ce que j'ai envie de dire. J'ai eu tendance à trop réfléchir sur la vanité de l'être humain, sur la façon dont l'être humain se croyait indépassable. Et c'est vrai que finalement, ça prend la tête, à un moment donné, mieux vaut... Je comprends les gens qui n'ont pas envie de réfléchir et pas envie de se prendre la tête des fois, parce que c'est un truc à devenir fou, effectivement. Et c'est très difficile de communiquer, des fois, avec les gens au quotidien, d'avoir simplement même d'aller manger la dinde un dimanche midi chez des gens comme ça, c'est pas évident. Bon, je sais pas si j'arriverai à me faire comprendre parce que là je suis en train de réfléchir tout en parlant, donc les auditeurs vont dire qu'est-ce qu'il raconte celui-là. Donc voilà, bon, voilà, la solitude c'est une nature chez moi. Maintenant je sais me comporter en société. Attendez, est-ce que vous me permettez ? Bien sûr. Parce que ça, c'est peut-être un livreur. Oui, allô ? Oui ? Vous êtes le livreur ? C'est votre père ou votre mère qui était gabonais? Mon père est gabonais. Parce que, je dois avoir une photo là. Comme votre nom ne l'indique pas. Non, alors mon nom de naissance, on le trouve sur Wikipédia. Ah d'accord, c'est un pseudo. Voilà, alors, le problème avec le pseudo, c'est que ça fait gadget. C'est votre nom d'artiste alors? Non, c'est pire que ça, c'est mon nom de tous les jours. Les gens m'appellent Yann. Et quelqu'un oserait m'appeler avec mon prénom de naissance dans la rue que je réagirais pas. Vous pouvez le dire ou pas? Non. Mais vous le trouverez. Si vous faites vos recherches, vous le trouverez. Voilà, ça c'est mon père, qui a écrit des romans, qui a été diplomate. On est sur Google Images, voilà. Et puis, ma mère, qui a écrit aussi, elle a écrit un bouquin sur ses années en tant que femme française au Gabon. Voilà, qui s'appelle Ceci n'est pas l'Afrique. Ils sont beaux vos parents? Il paraît, oui. Qu'est-ce qu'on disait? Alors, si je suis ici, c'est parce que une de mes auditrices vous a trouvé, parce qu'elle m'a dit que vous aviez composé une chanson sur Thierry Paulin. Oui, sur Thierry Paulin, je l'ai composé en 2010. Pourquoi? Ah. Voici le visage de Thierry Paulin, meurtrier à la monstrueuse désinvolture. Ce jeune garçon souriant, sympathique d'après les témoignages des gens qui l'ont connu, menait la vie facile, pleine d'insouciance. Un jeune homme branché. Cerno, une anti-enquête. Non, en fait, le monsieur ne fait pas une enquête. À suivre.